Bon retour, bande de légendes absolues. Aujourd'hui, on continue la saga de notre prince qui essaie désespérément de lancer une petite révolution industrielle tranquille, pendant que le reste du monde speedrun. Comment on sabote tout ça cette semaine? L'épisode précédent, notre gars a inventé des canons, survécu à plusieurs tentatives d'assassinat, et malgré tout, il avait encore la conscience sociale d'une patate humide. Et l'épisode d'aujourd'hui a tout, des gardes loyaux, des intrus sortis des égouts, des sorcières secrètes, une quasi-exécution, une dépression économique, des dégâts émotionnels, mais maintenant, on descend dans les tunnels, là où quelques soldats vont prouver de manière très théâtrale qu'être loyal dans un manoir, c'est dangereux pour ton espérance de vie. On y va. On commence sous le château de Roland, au fond de ces tunnels sombres qui existent uniquement pour que les assassins aient un endroit dramatique où marcher. Un groupe de soldats patrouille, l'air normal, détendu, sans se douter de rien. Jusqu'à ce que l'un d'eux se projette soudain dans les airs et attaque son propre coéquipier. Pas d'avertissement. Pas de discours. Juste, bonsoir, la trahison. Le chef de l'assaillant, un voyou avec une vilaine cicatrice en travers du visage, appelons le balafré, sort de l'ombre et dit au garde moustachu, avec un mépris profond, rends-toi, ou tu finiras comme ton pote Grému. Et c'est comme ça qu'on comprend que notre roi à la fine moustache a déjà perdu un ami. Fine moustache qu'on apprendra plus tard s'appelait le capitaine Brian se rappelle la mort de Grému au combat, et on voit presque sa jauge de rage passer à 100. Il serre les dents et jure que ces clowns ne mettront pas un pied dans le château. Puis il fait quelque chose qu'une simple patrouille n'est pas censée pouvoir faire, il attrape Balafré et le projette en arrière si fort que l'épée de ce dernier part valser plus loin dans le tunnel. Balafré s'écrase au sol, sonné. Fine moustache n'attend pas. Il dégaine sa propre épée et charge comme un homme qui a déjà accepté qu'il va soit gagner, soit mourir de manière spectaculaire. Il plante la lame dans l'épaule gauche de Balafré et crache que ça, c'est pour Grému. Balafré saigne, choqué que un simple garde ait réussi à le blesser. On entend presque son ego se fissurer au ralenti. Il ricane qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un nobody d'une patrouille ordinaire puisse le toucher. Brian en a marre de cette attitude. Il réplique que pendant que Balafré passait son temps à jouer, boire et vivre dans les tavernes, les gardes locaux s'entraînaient tous les jours pour défendre leur ville natale. Il jure qu'il ne laissera pas Lonesome Fortress et ses sbires détruire la paix de Border Town. Et il est très sérieux. Il bondit pour achever Balafré. Et c'est là qu'un autre intrus sort de nulle part et lui plante une dague en plein torse. Bien sûr. Même ici, impossible d'avoir un vrai 1v1 tranquille. Le corps de Brian se cambre sous l'impact. Il s'effondre, une main sur la poitrine, haletant de douleur pendant que les infiltrés se rassemblent autour de lui comme s'ils avaient déjà gagné. Mais notre homme refuse de mourir en silence. Les mains tremblantes, le sang coulant, il arrache la dague de sa propre poitrine, se tourne et la lance vers une torche voisine. La dague touche sa cible. La torche explose. La flamme s'éteint. Et le tunnel bascule dans l'obscurité totale. Cut vers le garde-manger du château, la pièce la plus importante de Border Town juste après l'endroit où dort le prince et l'endroit où est Anna. Fine moustache, à peine vivant, s'est traîné jusqu'ici et s'est caché dans un silo à grains comme un raton laveur blessé. Il a déjà compris le véritable objectif des intrus, s'ils sabotent les réserves, Border Town ne pourra pas survivre à l'hiver. Tout le monde sera forcé d'évacuer vers Lonesome Fortress. Exactement ce que veut le duc Ryan. Et au cas où ta mémoire ressemble à du gruyère mâchouillé par un démon, le duc Ryan, c'est le noble aux cheveux blancs dont la personnalité entière se résume à « Je déteste ce prince et aussi le progrès ». Brian se sent minable. Alors que son prince se casse le dos à construire des défenses, de la poudre et une microéconomie fragile, lui a échoué à protéger le plus basique, la nourriture. La porte claque. Les intrus sont là. L'un d'eux l'attrape par le col, le tire hors du grain et le plaque au sol. Il lui ordonne d'arrêter de fuir, d'arrêter de résister et d'accepter bien gentiment les exigences du duc Ryan. Brian recrache plutôt de la défiance. Il affirme que son prince écrasera forcément le plan du duc Ryan.
Les intrus éclatent de rire. Ils se moquent de l'idée qu'un petit prince de frontière puisse se dresser contre des nobles de haut rang. Leur chef finit par se lasser et donne l'ordre, tuez le garde têtu. Ravagez le garde-manger. Profit. Un des types assomme Brian d'un coup sur la tête si violent que le monde se met à tourner. Alors que la conscience le quitte, il se demande, c'est vraiment comme ça que je vais mourir? Réponse, non. Parce que l'univers vient d'activer une compétence cachée, Nightingale vit d'entrer dans la discussion. Une voix calme et moqueuse traverse la pièce. Elle leur demande s'ils s'amusent bien à détruire les biens d'autrui, et prévient que cette petite fête va être immédiatement interrompue. Les intrus se retournent et voient une femme mystérieuse debout là, aussi confiante que si elle était propriétaire des lieux. Ils exigent de savoir qui elle est. Elle répond qu'elle n'est qu'une simple habitante de Bordertown. Puis elle enfonce le clou, si les rats d'égout pouvaient se tenir debout, ils ressembleraient sans doute exactement à cette bande. Ils ne comprennent même pas à quel point elle vient de les humilier. Leur chef ordonne à ses hommes de s'occuper d'elle. Nightingale sourit. Et ensuite, les corps tombent si vite qu'on dirait qu'un dieu a appuyé sur le bouton mute de leurs existences. Brian, la vision qui se brouille, l'observe bouger, rapide, propre, efficace. Pas un geste de trop, aucune fanfaronnade inutile. Avant même qu'il ne comprenne qui ou ce que elle est, ses yeux se ferment et tout devient noir. Le lendemain, le garde-manger est rempli de cadavres d'intrus, et le chevalier-chef inspecte la scène comme un Sherlock médiéval de mauvaise humeur. Il regarde autour de lui et remarque quelque chose de bizarre, les ennemis sont tous à terre. Presque aucun désordre. Aucun tonneau renversé. Pas de chaos sanglant. Celui qui a fait ça était terrifiant de précision. Impossible que le capitaine Brian, poignardé et à moitié mort, ait pu faire tout ça tout seul. Le chevalier en déduit donc, quelqu'un de l'extérieur est intervenu. Quelqu'un d'incroyablement doué à l'épée, quelqu'un qui n'avait besoin de personne, quelqu'un capable de raser un escadron entier en laissant la pièce plus propre qu'avant. Il éprouve même une sorte de fierté bizarre en imaginant que les barres nocturnes légendaires de son ordre résonnent chez ce mystérieux guerrier. Le rapport tombe, les autopsies sont faites. 8 corps identifiés comme des gardes qui ont trahi Bordertown. Un cadavre non identifié. Côté survivant, le capitaine Brian, fine moustache, reçoit des soins spéciaux. Balafré est vivant lui aussi, mais il est enfermé au cachot, en attente d'une bonne vieille séance d'interrogatoire. Le chevalier-chef ordonne qu'on réveille immédiatement Balafré. Programme du jour, petit déjeuner, torture, questions, répétition de pendaison. Ailleurs, notre prince est agacé. Pas terrifié. Pas paniqué. Juste agacé. Il n'a même pas terminé la moitié de ses projets d'industrialisation, nouvelles armes, vraies routes, un semblant de budget qu'on essaie déjà de l'assassiner et de brûler ses réserves de nourriture. Il est cependant reconnaissant que Nightingale ait sauvé la situation. Nightingale hausse les épaules et lui rappelle que, de toute façon, il ne serait jamais arrivé jusqu'à lui. Pas avec Anna qui dort littéralement juste sous son plancher, telle une petite mine anti-assassinat magique. Et ça lui donne une idée. Le prince demande à Nightingale de devenir sa garde du corps secrète. Il lui vend ça comme une offre d'emploi en mode start-up médiéval, meilleur salaire que celui d'Anna, une petite maison tranquille avec jardin, 2 jours de congé par semaine, des vacances payées, oui, congés payés dans un monde féodal, et qui sait, peut-être le dentaire si un jour il invente ça. Nightingale refuse. Poliment, mais fermement. Elle ne peut pas simplement abandonner l'association des sorcières et les amis qui ont mis leur confiance en elle. Du coup, il change de stratégie, très bien, alors amène-les toutes ici. Bordertown a plein de places maintenant, pas de discrimination. Vous pouvez toutes vivre en sécurité dans ma ville. De nouveau, elle dit non pour l'instant. Elle promet d'y réfléchir un jour, mais pas maintenant. Notre prince,
qui pensait avoir sorti l'offre du siècle, encaisse son premier refus RH. Il change vite de sujet et demande si Nana est bien rentrée après avoir soigné les soldats. Nightingale hoche la tête. Elle explique que Nana était terrorisée en voyant de vraies blessures humaines. Jusqu'ici, ces patients étaient surtout des poulets et des petits animaux. Soigner un humain en sang, c'est un peu différent que sauver une volaille en détresse. Le prince comprend. Puis il demande, alors, lequel de mes frères ou sœurs a envoyé ces infiltrés? Nightingale lâche le twist, aucun. Ce n'était pas un complot royal cette fois. C'était tout simplement du bon vieux pot de vin. Les infiltrés ont acheté quelques gardes de patrouille de Border Town. Leur opération était tellement bâclée qu'ils ont laissé 2 témoins vivants, qui n'ont même pas eu le courage de se suicider après, comme de vrais espions hardcore. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, le chevalier-chef est déjà en train de cuisiner l'un des infiltrés. Elle ajoute que ces types étaient pathétiques, émotifs et faibles comparés à l'infiltrateur d'élite envoyé par la 3e princesse plus tôt. Traduction, si ta famille avait vraiment voulu te tuer cette fois, les cadavres auraient l'air beaucoup plus pro. Dehors, au-delà des murs du château, tout semble paisible. À l'intérieur de la chambre du blessé, c'est beaucoup plus chargé en émotions. Le prince et le chevalier-chef vont rendre visite au capitaine Brian, notre cher fine moustache. Quand Brian voit le prince, il panique et essaie de se redresser comme un gamin surpris en train de regarder la télé au lieu de faire ses devoirs. Le prince le félicite chaleureusement, pour s'être battu aussi bravement, pour avoir risqué sa vie, pour s'être dressé entre les intrus et les réserves de nourriture. Brian, les larmes aux yeux, dit qu'il ne mérite pas tant d'éloges. C'est son ami et celui qui est mort qui a tout sacrifié. Le prince promet que l'ami de Brian recevra des funérailles et les honneurs qu'il mérite, en héros de Border Town. Puis il passe à Balafré. Balafré sera pendu dans 3 jours. Et si Brian est suffisamment remis d'ici là, il est invité à venir regarder. Brian hésite et mentionne que Balafré aurait du sang noble, venant de Lonesome Fortress. Le prince hausse les épaules, du sang noble sans titre ni terre, ça ne vaut rien. Et ce type a essayé de brûler toute la nourriture de Border Town. C'est un crime qu'on ne peut pas juste laisser passer. Il dit à Brian de se reposer et lui promet que, lorsque le mois des démons arrivera, il sera officiellement reconnu comme chevalier pour son courage. Fine Moustache obtient une promotion et un titre. Pas mal, pour un gars qui s'est fait poignarder en plein torse et qui a quand même réussi à lancer une dague sur une torche. On monte ensuite sur les remparts, là où les nouvelles recrues souffrent. Pardon, s'entraîne sous le regard attentif du chasseur Ironax. Soudain, Ironax ordonne de se mettre au garde à vous. Le prince est là. Petit problème, notre gars n'a absolument aucune idée de ce qu'on est censé dire pendant une inspection officielle. Du coup, il improvise. Il s'approche d'un soldat au hasard, lui sourit et lui demande comment se passent les entraînements, s'il mange à sa faim, s'il se sent bien. Le soldat se fige. Puis ses jambes lâchent et il tombe à genoux, submergé. Le prince est perdu. Les soldats, eux, sont en miettes émotionnelles parce que leur souverain se soucie réellement de savoir s'il crève de faim ou pas. Il lui dit immédiatement de se relever et rappelle à tout le monde, s'ils ont des plaintes ou des suggestions, ils peuvent lui dire. Et il veillera à ce que tout le monde ait suffisamment à manger. C'est là que ça les achève. Ils ne mangent pas seulement mieux ces derniers temps, on les traite comme des êtres humains, pas comme de simples corps jetables. Puis notre garçon timide, Vanet, se lance. Il déclare nerveusement ce que tout le monde pense, il n'y a pas assez de soldats dans cette armée de civils. Les démons ne sont pas une blague. Si ça continue comme ça, ils vont se faire annihiler. La foule murmure en signe d'accord. Certains se demandent si le prince va engager des mercenaires professionnels. Le prince lève la main et coupe court au bruit. Il demande le nom de Vanet, loue son sens de l'observation et reconnaît, se reposer uniquement sur une armée de civils n'est pas l'idéal. Mais il explique, les démons sont des bêtes mutantes. Puissants, mais pas intelligents. Ironax s'est littéralement déjà battu contre eux et a survécu.
Iron Axe confirme, mais ajoute, les hybrides sont terrifiants, et c'est un problème à part. Alors le prince expose son idée, ils vont remodeler le terrain, creuser des fossés, ériger des barrières, aménager des pentes pour canaliser les démons dans des zones de tir et des pièges. Utiliser la stupidité des monstres contre eux. Iron Axe s'inquiète encore, il craint que s'en approcher soit trop dangereux, surtout avec seulement des lances et des arcs. Le prince esquisse un sourire. C'est là que les nouvelles armes entrent en scène. Cut au terrain d'essai. Sans vraiment prévenir, boum. Une énorme explosion secoue la zone. Tout le monde sursaute. Iron Axe est convaincu que c'est une punition divine. Notre prince, lui, a l'air d'un gamin qui vient de réussir sa première expérience au micro-ondes sans brûler la maison. L'explosion laisse un cratère dans le sol et réduit en poussière les lapins utilisés pour le test. Le prince annonce calmement à tout le monde de s'approcher pour examiner et récupérer des données, comme si c'était parfaitement normal et sans danger. Il explique que cette arme fabriquée en mélangeant quelques ingrédients dans les bonnes proportions est assez puissante pour annihiler tout ce qui se trouve à proximité. Iron Axe, bouche bée devant le cratère, dit qu'avec une force pareille, il n'aurait plus aucune raison d'avoir peur des monstres. Le prince est obligé de le ramener sur Terre, ils n'auront pas assez de poudre prête avant le mois des démons. Ces bombes resteront des cartes maîtresses, pas leur première ligne de défense. En attendant, les arbalètes et les armes à feu feront l'essentiel du travail. Et au fait, si toi aussi tu regardes des explosions à distance de sécurité au lieu de travailler, c'est probablement l'univers qui te souffle qu'il est temps de renforcer tes défenses en commençant par le petit bouton j'aime sous cette vidéo. Si on ne nourrit pas l'algorithme, il pourrait lui aussi muter en démon. Bref, rien ne s'est passé. On reprend. Scène suivante, Nightingale explique comment elle voit le monde. Pour elle, tout est surtout en noir et blanc. Les formes se fondent, les limites se déplacent, les directions se mélangent. Haut, bas, gauche, droite. Rien de fixe. Elle se déplace en suivant des chemins étranges que les gens normaux ne perçoivent pas, glissant à travers la matière, changeant d'angle, se faufilant entre les failles de la réalité. Mais au milieu de tout ce gris, il y a des couleurs. Ces couleurs, c'est la magie. Les sorcières, surtout, brillent d'une magie vivante qui coule et se transforme en elles. Et parmi toutes, la magie d'Anna est la plus vive, riche, éclatante, puissante. C'est bien ce qui fait peur à Nightingale. Anna n'est pas juste douée, elle est dangereusement exceptionnelle. Un pouvoir aussi fort veut dire des conséquences brutales pendant la puberté de sorcière, surtout avec le mois des démons qui approche. Anna la ramène à la réalité. Nightingale sort de son mode vision et revient dans la chambre, où Anna l'attend. Elle a apporté des gâteaux de poisson comme petite surprise. Les yeux d'Anna brillent de joie, mais Nightingale hésite et dit qu'elle devrait d'abord se laver les mains. Anna ne se fatigue pas avec l'eau. Elle utilise tranquillement ses flammes pour brûler la saleté, faisant en gros une stérilisation magique express. Nightingale est impressionnée et encore plus inquiète. Elle lui suggère de rejoindre l'association des sorcières, là où d'autres comme elle pourraient la soutenir. Elle promet que tout le monde serait ravi d'accueillir une sorcière aussi puissante qu'Anna. Puis son ton devient sérieux. Elle avoue à voix basse qu'elle ne survivra peut-être pas à cet hiver. Anna lui demande où elle vivait avant de rejoindre l'association. Nightingale répond qu'elle venait d'une grande ville à l'est, pas très loin de la capitale. Anna demande si elle était heureuse là-bas. Dans la tête de Nightingale, les images remontent, enchaînées, un collier qui bloque la magie autour du cou, traité comme un objet dangereux plutôt qu'une personne. Elle ne répond pas directement. À la place, elle demande pourquoi Anna veut savoir ça. Anna se confie. Elle raconte les taudis de Bordertown. Comment son père l'a vendue à l'église pour 25 royales d'or. Comment on l'a traitée comme une marchandise. Et comment le prince l'a libérée. Pour la première fois de sa vie, elle est heureuse. Nightingale lui rappelle que les sorcières sont haïes en dehors du château. Partir serait extrêmement dangereux. Mais Anna croit que le prince changera les choses. Elle a confiance en lui. Leur moment est soudain interrompu lorsqu'une autre fille déboule en larmes, paniquée.
Elle se jette dans les bras d'Anna et crie qu'il va se passer quelque chose de terrible. Pendant ce temps, notre prince dort paisiblement, probablement en train de rêver à de nouveaux plans d'armes. Nightingale défonce presque la porte de sa chambre et le réveille comme un réveil en colère. Elle lui annonce que le père de Nana est en route et qu'il se doute que Nana est une sorcière. Le prince passe instantanément du mode sommeil au mode crise. Il espère que ça pourrait tourner à quelque chose de positif. Peut-être que le père va le supplier de garder Nana au château, de protéger son identité, et de lui faire confiance. Il se précipite dehors, prêt pour une grande scène émotionnelle. La réalité lui met une claque. Le père de Nana, Monsieur Pin, est déjà là. Et il est furieux. Il exige de récupérer sa fille immédiatement. Plus tard, une fois assis, Monsieur Pin appelle Nana, jouant le père autoritaire mais concerné. Nana, terrifiée, lui demande s'il va la vendre à l'église. Il essaie de faire léger, disant que l'église ne voudrait même pas d'une fille aussi idiote qu'elle. Elle doit simplement rentrer à la maison avec lui, sans faire d'histoire. Le prince intervient et lui rappelle, « Votre fille est une sorcière. » Monsieur Pin refuse d'y croire. Même quand Nana elle-même confirme, il se met en colère et affirme que c'est forcément une erreur que le professeur Karl a dû déclarer la mauvaise fille comme sorcière. Alors le prince donne un petit signe de tête à Anna. Montre-lui. Anna fait apparaître sa magie de feu. Des flammes s'épanouissent dans sa main. Monsieur Pin se fige. Plus de déni. Plus d'excuses. Sa fille est bel et bien une sorcière. Le prince lui demande de se calmer, on ne la torture pas, on ne la corrompt pas, elle s'entraîne simplement ici, dans un endroit sûr, à maîtriser ses pouvoirs. Monsieur Pin commence lentement à l'accepter. Mais le prince est mal à l'aise pour une autre raison. Il réalise que vu de l'extérieur, un noble qui invite de jeunes filles dans son château, ça peut avoir l'air très douteux. Rien que la pensée qu'on puisse l'imaginer comme ça le dégoûte. Il passe donc vite à du concret. Il explique que la magie de soin de Nana est incroyablement précieuse. Pendant le mois des démons, les soldats blessés auront besoin d'elle. Monsieur Pin s'inquiète pour sa sécurité. Il ne veut pas que sa fille s'approche du front. Le prince change d'angle. Il remarque que, d'après ce qu'il a entendu, le grand-père de Nana et le père de Pin étaient tous deux des chevaliers célèbres. C'est de là que vient le statut noble de la famille Pin. Monsieur Pin se redresse, fier, en se rappelant comment son père a affronté un puissant démon et l'a tué. Il en a même gardé la corne gigantesque au-dessus de sa cheminée comme trophée. Le prince hoche la tête, puis tourne lentement le couteau. Il lui fait remarquer que la famille Pin n'est plus ce qu'elle était. Leur statut a décliné. Aujourd'hui, ce sont plus des travailleurs privilégiés que de vrais aristocrates. Les épaules de Monsieur Pin s'affaissent. Le prince remarque ses mains rugueuses, marquées la preuve que Pin n'a jamais abandonné l'épée. Il s'entraîne encore chaque jour. Alors le prince lui fait une offre très intelligente, qu'il rejoigne les défenses de la frontière. Qu'il se batte à leur côté. S'il le fait, le prince lui accordera assez de terre pour redevenir un vrai noble. C'est une opportunité en or. Mais Monsieur Pin refuse. Il ne veut pas risquer la vie de Nana. Il préfère l'envoyer à Lonesome Fortress plutôt que la voir rester ici face aux démons. Le prince le met en garde, Lonesome Fortress n'est pas sûr. L'église a des yeux partout. S'il découvre que Nana est une sorcière, même lui ne pourra plus la protéger. Il promet de préparer un petit bateau pour les urgences si les choses tournent mal, Pin pourra emmener Anna et Nana et partir rapidement. Mais pour l'instant, Border Town est plus sûr. Finalement, Monsieur Pin cède. Il baisse la tête et prête allégeance au prince, acceptant de se battre pour lui. Tout le monde respire un peu mieux. Sauf Anna. Elle fait la moue et fusille le prince du regard, clairement vexée qu'il ait même envisagé de l'envoyer ailleurs. Elle précise très clairement, elle ne partira pas. Le lendemain, le vieux constable débarque, l'air stressé. Il se plaint qu'il dépense beaucoup trop d'argent pour les armes et l'entraînement. À ce rythme, dans quelques mois, ils vont tous crever de faim.
Le prince se facepalme si fort qu'il perd sûrement un peu de HP. Il lui dit qu'il peut utiliser les économies personnelles du prince pour combler le budget. Le vieux hoche la tête mais marmonne que ça ne suffira pas à résoudre leur crise financière sur le long terme. Le prince hausse les épaules et lâche, si les défenses échouent, ils évacueront Border Town dès que possible. Il renvoie le constable avec ordre de continuer. Quand le vieil homme s'en va, le prince se sent mal. Il vient de tout donner. Si leur défense échoue quand même, il sera fauché et sans toit. Fauché version médiévale. Puis Nightingale réapparaît. Elle le grille immédiatement. Elle sait qu'il a menti au constable. Il n'a aucune intention d'évacuer la ville facilement, il ne voulait juste pas rendre les gens encore plus anxieux. Il l'admet. Il ne veut pas déclencher la panique. Il a besoin que tout le monde croie au plan. Nightingale lui suggère de passer plus de temps avec Anna au lieu de se consumer sur la politique. Elle avoue doucement qu'elle a peur qu'Anna ne survive pas longtemps. Le prince refuse d'accepter ça. Il dit qu'Anna lui a promis de vaincre les démons. Il croit en elle. Nightingale lui demande comment il peut faire confiance à une sorcière maudite par des démons. Il hausse les épaules et dit qu'il croit en elle. Et en elle aussi. Nightingale le fixe et comprend qu'il ne ment pas. Ce n'est pas de la manipulation politique. Il croit vraiment en elle. Il ajoute même qu'il ne ment pas, sauf quand il a une raison. Ce qui, honnêtement, est peut-être la phrase la plus princière qu'il ait jamais prononcée. Soudain, on entend du bruit dehors. Nightingale regarde par la fenêtre et se crispe. Il neige. L'hiver est officiellement là. Le mois des démons commence. Le prince décide d'aller voir Iron Axe pour faire le point. Au stand de tir, Iron Axe utilise les nouveaux fusils comme un homme qui vient de trouver sa nouvelle religion. Tir après tir, les balles frappent la cible en plein centre. Le prince lui demande comment se déroule l'entraînement. Iron Axe rayonne et dit qu'il a maîtrisé tout ce qu'on lui a appris jusque-là. Rien d'étonnant, c'est un vrai guerrier. Donne-lui une arme et il trouvera un moyen de tuer quelque chose avec. Il appelle le fusil un tube de fer des dieux et s'extasie devant sa puissance destructrice. Les dents serrées, il lâche que s'il avait eu cette arme quand il a affronté l'hybride démoniaque, les choses auraient été très différentes. Il tombe à genoux, submergé par le fait que le prince ait confié une arme aussi terrifiante à un simple chasseur, et promet de ne jamais le décevoir. Le prince rejoint Carter, son chevalier-chef, et lui demande où ils en sont. Carter répond franchement, 2 fusils, ce n'est pas assez. Il en faut plus. Le prince est d'accord. Il lui annonce que 2 autres fusils sont déjà en fabrication. Ils ont accéléré la production de poudre parce que le mois des démons est arrivé plus tôt que prévu, tout comme son niveau de stress. Et tandis que la neige tombe et que les fusils tonnent au loin, notre petite histoire de construction de royaume cosy commence sérieusement à ressembler moins à un simulateur tranquille et plus au Seigneur des Anneaux. Si Gandalf avait décidé que la vraie solution, c'était l'industrialisation et les explosifs. Et c'est là que cet épisode se termine. La prochaine fois, dans Plotoria, les toutes nouvelles armes des dieux de Border Town tiendront-elles vraiment la ligne face à la première vague de démons? Notre prince regrettera-t-il d'avoir cramé jusqu'au dernier coin de cuivre, ou son investissement fou va-t-il enfin payer? Anna survivra-t-elle à la fois à sa puberté de sorcière et au mois des démons, ou Nightingale aura-t-elle raison de la pire façon possible? Et surtout, Iron Axe se remettra-t-il un jour émotionnellement de ne pas avoir eu cette arme plus tôt? On verra tout ça dans le prochain épisode. En espérant y revoir.